Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. On est déjà à l'épisode 4 aujourd'hui, ça fait exactement un mois qu'on a commencé avec mon compère Jérôme. Et donc on va continuer sur cette lancée. Pour rappel, Podium, c'est le podcast marketing digital hebdomadaire dans lequel on va vulgariser l'actualité du digital pour les entrepreneurs. Donc comment ça se passe? On prend les 3 news principales du digital de la semaine écoulée, qu'on vulgarise pour vous et on vous donne notre avis sur ces news du digital. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, mon bon Jérôme? Alors aujourd'hui, trois sujets. On va parler de LinkedIn, on va parler de TikTok et on va parler de Facebook et la guéguerre qu'ils ont avec Apple et les conséquences que ça a pour Facebook pour le moment. Top. Eh bien, je te propose qu'on commence directement par l'article TikTok. Alors, de quoi parle-t-il? Alors, sur TikTok, ici, on va vous donner le lien vers ce qu'on appelle le Creative Center. Alors, si vous êtes familier au niveau de tout ce qui est ads sur les réseaux sociaux, vous connaissez peut-être la Ads Library, donc la bibliothèque publicitaire de Facebook, dans laquelle vous pouvez trouver toutes les publicités qui sont lancées par des entreprises pour le moment. Ce qui est assez intéressant quand vous faites de la veille, pour voir un petit peu ce que font les autres. Parce que vous le savez, il y a des choses qu'on voit sur des pages, des choses qu'on ne voit pas. Donc, ce qu'on appelle les dark posts, des posts qui vont cibler toutes les personnes qui ont certaines caractéristiques. Le contenu est mis au nom de la page. Si vous n'entrez pas dans ces caractéristiques, vous ne verrez jamais passer ce genre de contenu. Donc, c'est des choses qu'on fait régulièrement quand on veut cibler au niveau du genre, au niveau d'une localité, à différents niveaux. Donc, c'est hyper intéressant. Sauf que l'outil de la librairie publicitaire de Facebook a quand même certaines limites. Et je dis certaines limites, surtout quand on le compare avec ce qu'on peut voir dans ce Creative Center de TikTok, dans lequel vous allez pouvoir trouver des tendances, vous allez pouvoir trouver des musiques qui sont pas mal utilisées pour le moment, des hashtags à suivre. Vous avez aussi toute une partie tutoriel, ce qui est quand même pas mal pour se dire, ben voilà, vous avez vu une top vidéo sur TikTok avec une personne qui faisait un effet un peu de dingue ou qui paraît dingue et comme ça. TikTok, dans sa plateforme, vous explique comment le faire. Et je trouve ça vraiment pas mal de mettre à disposition des ressources créatives pour que vous aussi puissiez créer ce type de contenu. On a une autre partie, et qui pour moi est encore plus intéressante si je compare tout ce qui est publicitaire, c'est qu'on peut aller sur un onglet, trouver toutes les publicités qui fonctionnent bien pour le moment et qui fonctionnent bien au niveau des pays, au niveau des industries, au niveau des objectifs publicitaires. Et c'est quelque chose, franchement, qu'on n'a pas dans la librairie de Facebook, qu'on trouve ici dedans et qui est vraiment, selon moi, et tu me diras ce que tu en penses, Julien, qui est vraiment un atout majeur de cette plateforme de pouvoir accéder à tout type de contenu, à vos concurrents en Belgique, de voir les objectifs et surtout de voir par rapport aux vidéos à quel moment les vidéos décollent. Et donc, on reparlait un petit peu des créations, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ça permet de voir effectivement quels sont les moments de pic sur une vidéo, qu'est-ce qui fonctionne et ça peut vous donner des idées en termes de création de contenu. On parlait justement de ne pas faire du copy-paste entre une plateforme et une autre. Ça vous Exactement. montrera que TikTok a vraiment des particularités spécifiques et ce Creative Center est vraiment honnêtement un atout majeur sur lequel vous pouvez vous reposer et aller trouver des informations hyper intéressantes. Puis ce qui est super cool sur cette plateforme, comme tu le disais, c'est qu'on peut par exemple se mettre sur les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours dans un pays donné, sur une industrie donnée, et on va clairement voir quels sont les ads qui performent. Et c'est génial quand on a une marque soi-même et qu'on se dit, bah tiens, voilà, qu'est-ce que mes concurrents font, qu'est-ce qui se fait dans l'industrie, ou bien j'ai pas trop d'idées de créa, qu'est-ce qui marche pour le moment. Eh bien, vous pouvez aller sur cette plateforme et vous verrez clairement ce qui fonctionne. L'avantage aussi, et vous verrez si vous faites déjà de la pub sur YouTube ou sur les réseaux sociaux et que vous allez voir ce Creative Center de TikTok, vous allez voir que ce sont des créas qui ne sont pas exactement pareils que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, comme on dit souvent, c'est pas des pubs sur TikTok, ce sont des TikTok. C'est vraiment à part entière. Donc, vous verrez beaucoup d'interactions avec des créateurs de contenu, des gens face caméra, et moins, voilà, des belles vidéos bien léchées, comme on a l'habitude de voir dans les agences créa. C'est pas vraiment ça sur TikTok. Mais par contre, c'est ce qui marche. Donc, vraiment, allez voir, je vous invite vraiment à aller voir on vous mettra le lien. C'est vraiment top comme outil et ça vous donne vraiment plein d'inspiration. Pour rebondir sur ce que tu dis, on a reçu aussi cette semaine un slide deck de la part de TikTok avec quelques infos, donc un guide pour les marketeurs sur TikTok par rapport à tout ce qu'ils appellent CPG, c'est-à-dire Consumer Package Good, donc tout ce qui est nourriture, cosmétique et compagnie. Et dans ces slides, ils nous donnent quelques infos que je trouve vraiment super intéressantes. Ils nous disent ceci: 70% des utilisateurs TikTok ont découvert une marque ou un produit sur TikTok sur l'année écoulée. Donc comme quoi, pour l'awareness, c'est vraiment génial comme plateforme. Ce qu'ils nous disent aussi, on va un petit peu plus loin, 46% des utilisateurs ont acheté quelque chose d'une marque food après l'avoir vu sur TikTok. Donc c'est-à-dire, je vois passer une pub, ça m'intéresse, je vais plus loin.
Donc ça, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et une autre mention qu'ils font aussi par rapport plus aux produits de beauté, aux produits cosmétiques, les utilisateurs TikTok font 50% plus de recherches sur TikTok sur des produits cosmétiques avant de l'acheter. C'est-à-dire qu'ils ont vu une marque passer même sur d'autres réseaux, eh bien ils vont aller sur TikTok, ils vont chercher le nom de la marque pour voir s'il n'y a pas de l'info, s'il n'y a pas des tests, s'il n'y a pas des tutoriels, s'il n'y a pas des reviews sur ce produit avant de passer à l'achat. Donc TikTok devient vraiment une plateforme sur laquelle on va se renseigner avant de passer à l'achat, on veut voir ce que les autres en disent, on veut voir ce que la marque fait avant de passer à l'achat. Donc ça, je trouvais ça vraiment extrêmement intéressant. Et ça confirme encore le fait que cette année, il va grandement falloir penser à TikTok dans les médias mix. Et ce qu'il nous disait aussi, il donne quelques exemples, ça on va pas les passer en revue, je vous laisserai voir dans les slides, mais ce qu'ils disent aussi, ils nous donnent quelques conseils, quelques idées de contenu pour améliorer votre stratégie TikTok. Donc ils en donnent un ou deux ici que je vous partage. Pour tout ce qui est food et beverage, donc boissons et nourriture, ils nous donnent quelques exemples. Par exemple, si vous êtes une marque de boissons de nourriture, vous pouvez proposer des recettes et demander aux utilisateurs de les reproduire et de les customiser à leur sauce. Vous pouvez, si vous êtes une marque de skincare ou de beauté, par exemple, faire de la co-création, c'est-à-dire vous faites un partenariat avec des créateurs de contenu pour promotionner le produit. Vous pouvez faire des effets, vous pouvez faire même des tutoriels, tutoriels de make-up, tutoriels d'utilisation. Et le dernier qui nous donne ici, c'est tout ce qui concerne la maison. Donc, avec notamment un hashtag qui s'appelle CleanTalk, où on peut voir des avant-après. Voilà, j'ai nettoyé ma maison, ma salle de bain, un avant-après avec tel produit. Ça paraît un petit peu bête comme ça, mais c'est de l'entertainment. C'est ce que les gens cherchent. Ils cherchent à se divertir et non plus à être soumis simplement à de la pub. Et donc ici, c'est un peu le meilleur des deux mondes, je vais dire. C'est mixer ce côté pub avec quelque chose qui fait interagir les gens. On vous partagera tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Mais donc, ce qu'il faudrait retenir, et je pense que tu vas valider ce que je dis, Jérôme, cette année, TikTok, il va vraiment falloir s'y intéresser. Ça ne veut pas dire danser nécessairement derrière votre téléphone, mais ça veut dire le prendre en compte dans votre média mix publicitaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est toujours compliqué, peut-être, de voir les choses sous son angle personnel et l'imaginer pour une marque. Tu disais, voilà, ici, au niveau des tendances, au niveau des produits, c'est intéressant de se rendre compte de ce qui se passe en dehors de sa propre perspective. Tu parlais des produits. Dans mon TikTok, je vois passer pas mal de choses. Je vois rarement passer des produits. Par contre, j'ai vu une tendance qui était ici dans le slide deck, qui était les feta pasta. On vous laissera découvrir ce que c'est. Ça, je l'ai vu, par exemple. Toi, il y a des choses que je ne vois pas, je vois d'autres choses. Donc, c'est assez intéressant. Mais effectivement, TikTok est quand même une plateforme qui s'installe de manière, je pense, durable, ou en tout cas qui est vraiment un challenge 2022 pour les entreprises, toute taille, de voir ce qu'on va en faire. Et donc, sachant que vous avez pas mal de ressources, pas mal de transparence au niveau de l'information qui s'y retrouve, honnêtement, allez-y. Faites des tests. Honnêtement, voilà, Julien ici a aussi mis pas mal de choses sur TikTok ces derniers temps. Mais c'est dans l'idée de tester, d'apprendre, de se planter peut-être, de découvrir. Donc faites des tests, dites-le nous et on ira regarder ce que vous faites aussi sur TikTok. C'est ça, il faut vraiment pas avoir peur, comme tu le disais, Jérôme. Ben, j'ai fait le test il y a quelques semaines qu'on a commencé ces podcasts. Je coupe des petits bouts des vidéos, des petits bouts de ce qu'on raconte que je mets sur TikTok. Donc, dans ce cadre-là, c'est du B2B, c'est du marketing. Eh bien, effectivement, parfois, tu as des vidéos qui font 20 ou 30 vues. Donc, tu dis, mince, j'ai loupé le coche. Et puis après, subitement, tu as une vidéo qui fait 1000 vues. Et puis tu as une vidéo qui fait 2000 vues. Et puis tu as de nouveau une vidéo qui fait 20 vues. Mais voilà, il faut essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que les gens attendent et tout doucement créer son audience aussi. Mais ça peut aller relativement vite. On a vu pas mal de marques en 2021 se lancer sur TikTok et en très peu de temps cartonner puisqu'ils suivent les tendances, ils suivent les musiques qu'il faut, ils respectent les codes TikTok et donc c'est encore une plateforme sur laquelle l'organique a vraiment sa place. Donc on vous conseille d'y réfléchir avec vos équipes et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut mettre un point d'attention en 2022. Eh bien, je te propose, Jérôme, qu'on passe sur le second article de ce podium. Je te lis le titre ici. Facebook perd 26% de capitalisation boursière. Donc, si vous êtes un peu dans la bourse, bah, vous savez que tous les quelques mois ou tous les quelques trimestres, les sociétés doivent faire un état des lieux de leur business et dire un petit peu, bah voilà, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que notre revenu est sur les rails. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook? C'est qu'ils ont perdu 26% de leur capitalisation. Ça veut dire qu'ils perdent en valeur. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils ont perdu de l'argent, mais ils perdent en valeur. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est de se dire finalement, bah tiens, pourquoi subitement une société comme Facebook, qui génère des millions, si pas des milliards, subitement perd 26% de sa valeur. Et il y a eu un message de la part de Facebook expliquant voilà ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut expliquer cette dégringolade. Et notamment, ça en revient à la guéguerre, comme tu le disais dans l'intro, qu'il y a entre Apple et Facebook. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, Facebook gagne de l'argent en vendant de la publicité. Si vous avez un compte Facebook, vous avez vu de la pub. Si vous êtes publicitaire, vous en avez probablement déjà fait. Facebook,
leur grosse plus-value, leur gros avantage, c'était leur capacité de ciblage. C'est-à-dire qu'ils traquent tout ce que vous faites sur les sites, sur la plateforme, sur Instagram, ils savent ce que vous faites, ils savent ce que vous aimez. Et donc, ça permet aux publicitaires d'envoyer des publicités qui sont plus cohérentes aux bonnes personnes et donc que ça génère plus de business derrière pour ces marques. Ce qui s'est passé avec Apple il y a quelques mois, c'est que iOS a sorti ce qu'ils appelaient le, le privacy, value privacy. En gros, ça voulait dire quoi? Pour ceux d'entre vous qui ont un iPhone et qui ont installé iOS 14 à l'époque, donc ça remonte à il y a quelques mois, eh bien, quand vous alliez sur votre iPhone, il y a ce pop-up qui est apparu en vous demandant, voilà, est-ce que vous acceptez que les applications vous traquent? Et là, vous aviez le choix de cliquer sur accepter ou rejeter. Ça veut dire que si vous cliquez sur rejeter, une application comme Facebook, quand vous allez sur cette application, ne pouvait plus traquer ce que vous faites, ne pouvait plus finalement ponctionner de la data de ce que vous faites. Et donc, vous étiez, je vais dire, plus ou moins anonyme et plus ou moins tranquille à ce niveau-là. Ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que Facebook vend de la publicité, des emplacements publicitaires, avait moins de data qualitative à cause de ce blocage sur iOS, donc les publicitaires se sont dit, tiens, mince, il y a quand même énormément de monde qui utilise des iPhones, des iPads iOS, et si les capacités de ciblage et de tracking sont beaucoup moins bonnes qu'avant, nos publicités vont moins bien fonctionner. Et donc, il y a pas mal de discussions de gens qui disent, tiens, est-ce que ça vaut toujours le coup de mettre autant de budget dans Facebook, étant donné que maintenant les capacités de ciblage sont plus aussi bonnes? Et apparemment non. Et c'est justement ce petit débat entre Apple et Facebook qui cause ici les gens à se poser la question et de se dire, tiens, est-ce que Facebook va encore grandir dans le futur comme il l'a fait, étant donné qu'on commence à voir les effets de tous ces soucis de tracking. Donc toi, Jérôme, est-ce que tu as ressenti aussi ces effets d'annonce iOS 14 dans tes campagnes ou vis-à-vis de tes clients? En tout cas, l'impact majeur, c'était plus au niveau du tracking. Je veux dire, dans l'ancien temps, l'ancienne manière de faire, on avait un pixel qui était en place. Le pixel remontait de l'information, la vie était belle, parce que grâce à ça, effectivement, on pouvait voir différentes choses à différents niveaux. Le fait d'avoir une partie de l'information qui ne remonte plus, ça a été contrecarré par Facebook avec ce qu'on appelle la Conversion API, donc une autre manière de traquer les choses. Mais on sent bien que on est un peu à un tournant, ou en tout cas un moment de balance, en disant, OK, est-ce que ça va toujours fonctionner comme avant? Est-ce que je perds pas de la donnée? Est-ce que j'ai trop fait confiance à Facebook? Est-ce que je dois pas être un petit peu plus critique? Donc, je vais pas dire que les temps sont durs pour Facebook. Ils ont encore de la marge, hein, ils sont pas à la rue tout de suite. Ils sont pas à Mais plaindre. on sent que, voilà, honnêtement, pour Marc, ça, à la fin du mois, ça va toujours bien, hein. Mais on sent que il y a peut-être un effet de rebasculement des budgets, de redécider des équilibres où avant on mettait 100% de son budget les yeux fermés dans Facebook, Instagram parce que ça fonctionne, parce qu'on a des intérêts et on voit qu'on en revient un petit peu. Même Facebook nous parle des intérêts d'une autre manière en disant qu'il faut cibler peut-être de manière plus large, que Facebook va trouver lui-même de quelle manière toucher les gens, optimiser les campagnes. Donc à voir, mais effectivement, il y a peut-être on est peut-être à un point de bascule ou à un point d'inflexion et à voir effectivement ce qui peut se passer dans le futur. Exactement. Et puis, comme on le disait dans le premier article, avec TikTok qui arrive en force, il y a des budgets qui commencent à switcher vers ces nouvelles plateformes, vers d'autres plateformes. Et donc, ça va être intéressant, je pense, à voir dans le futur. Après, on reste d'accord, Facebook et Instagram restent des top plateformes pour la publicité. Mais voilà, quelles vont être les capacités de ciblage dans le futur, les capacités de tracking, tout ce qui concerne les cookies. Donc, ouais, je pense qu'il y aura pas mal de changements encore en 2022 sur ce topic, donc il faut le garder à l'œil. Et je pense que ça va être assez intéressant. Il va falloir, en tant que marketeur, penser un petit peu plus loin que juste se dire, comme avant, voilà, je lance ma campagne Facebook et ça va marcher à tous les coups, puisque Facebook est tellement excellent au niveau ciblage. Voilà, il va falloir penser maintenant un peu plus loin aux stratégies. Eh bien, écoute, on passe sur le dernier article de ce podium. Je te laisse la parole sur celui-là, qui je sais Ouais, te tient beaucoup à cœur. il ne me tient pas personnellement à cœur, mais en tout cas, c'est un article qui nous a fait sourire tous les deux. Vous avez peut-être déjà vu, donc on parle de LinkedIn, hein. Ici, c'est un article qui vient de l'ADN, un site qui est top, hein, pour tout ce qui est tendance, analyse à plus long terme des choses sur le digital. Et donc, cet article parle un petit peu, je vais pas dire des gourous, mais des personnes, et on en fait peut-être partie, et si c'est le cas, on s'en excuse platement, mais des personnes qui vous font des posts à rallonge avec de l'inspiration, avec des choses de dingue qui leur sont arrivées. Et donc, c'est des gens qui vont partager plein de choses un petit peu dans tous les sens. Et vous vous demandez toujours pourquoi ces posts-là fonctionnent. Donc, quand vous écrivez votre contenu qui vous paraît hyper intéressant, vous avez 3 pauvres likes. Quand ces personnes font des publications qui peuvent être kilométriques avec des accroches dans tous les sens, ils vont en arriver à des 100, 200, 1000 ou 10 000 likes.
Et c'est toujours un peu la frustration qu'on peut avoir, ou en tout cas le point de questionnement, dire pourquoi ça fonctionne. Et donc, voilà, cet article se moque un petit peu des gens qui parlent de tout, qui parlent de rien, des gens qui font de leur hobby aussi des sujets de discussion sur LinkedIn, ce qu'on n'avait pas avant. Si tu te rappelles, LinkedIn, on va prendre 5 ans, c'était une plateforme qui était B2B pur et dur. C'est le travail avant toute chose, et je suis là pour parler de ma carrière, pour parler de différents points. Et maintenant, on a vraiment des choses connexes qui viennent se rajouter là-dedans. Je vais pas dire parasites, mais des choses connexes où tu peux, bah voilà, je fais pas mal de sport, je fais du vélo, je fais de la course à pied. C'est pas euh, c'est pas impossible que vous ayez des gens qui ont couru un marathon, qui ont fait une course, qui ont été faire du vélo, qui ont été fait je ne sais quoi, de le mettre sur LinkedIn et d'en faire un post qui est un truc de motivation de dingue sur lequel on va raccrocher différentes valeurs de l'entreprise, différentes valeurs personnelles. Donc il y avait ça pour les gourous, pour les indépendants, pour les startups. On a aussi maintenant les employés qui viennent dans la danse. Et donc tout doit être wow, tout doit être dingue. On va faire des sondages. Et donc vous avez peut-être déjà vu voilà, les gens qui vous disent entre la version A et la version B, vous préférez laquelle? Et donc vous pouvez soit voter, soit vous mettez des petits appels à réaction. Par contre, et là je suis désolé pour les personnes qui faisaient ça pour générer de l'engagement sur leur publication, LinkedIn a annoncé justement ralentir la visibilité de ce genre de posts. Et donc on a de temps en temps les plateformes qui mettent un petit coup de rééquilibrage dans le balancier de l'algorithme. Et donc ici, tous ces posts que vous voyez qui permettaient d'avoir facilement de l'engagement en disant voilà sur quelle plateforme je devrais mettre par exemple mes podcasts. Est-ce que ça va être sur telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme? Vous agrégiez pas mal de commentaires. Ben maintenant, vous allez avoir une visibilité qui est moindre à cause de ça, à cause des sondages. Et donc voilà, LinkedIn prend aussi un peu le point par rapport à ça, par rapport à effectivement peut-être certaines publications qui peuvent, je ne vais pas dire irriter, mais en tout cas qui peuvent fatiguer à la longue à force de voir ces posts qui sont kilométriques et qui parlent de tout, qui parlent de rien. Mais donc voilà, cet article, je vous le conseille de le lire, il est assez drôle. C'est des posts, honnêtement, que je vois souvent dans mon flux d'actualité, et c'est pas pour critiquer, ça fait partie de la réalité de LinkedIn actuellement. Je suppose que tu en vois aussi souvent, Julien. Donc je ne sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est devenu un mal sur LinkedIn? Mais c'est une évolution qu'on a vue au fur et à mesure du temps et qui maintenant atteint parfois des sommets assez astronomiques. Non, t'as raison, j'en vois aussi très très régulièrement. Et puis, comme tu dis, c'est des tendances. Donc, c'est des choses que tu vois arriver, puis tu vois ça pendant quelques mois, et puis c'est une autre tendance. Les posts inspirationnels, ouais, les polls avec les petits engagements que tu dois choisir. On en a eu à tort et à travers. Maintenant, c'est bon, il faut se calmer un peu. Et puis, je pense que tu l'as remarqué aussi. Souvent, tu vois un post inspirationnel de Monsieur X, et puis 3 jours après, t'as Monsieur Y qui reposte exactement le même post parce qu'il a simplement pompé le contenu. Donc ça commence à bien faire aussi. Ce qu'il faut se dire après, c'est voilà, LinkedIn, je pense pas qu'il doit être 100% pur business tout le temps. On peut avoir justement parfois raconter ce qui se passe dans sa vie personnelle ou comment on voit les choses ou quelles sont nos valeurs. Je pense que ça a un intérêt. Maintenant, du contenu pour faire du like pour faire du like, à un moment donné, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que parfois, voilà, certaines vidéos sur un sujet très intéressant, vous allez peut-être pas avoir beaucoup de likes, mais peut-être derrière, vous allez avoir 3 contacts business qui vous ont contacté parce que ils ont compris votre message et que ça les intéresse. Que votre post inspirant, oui, vous allez faire 300 likes parce que c'est fun, c'est sympa, je mets un petit like en soutien, mais derrière, ça va pas vous apporter de business. Donc, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire aussi sur LinkedIn, mais si votre stratégie est basée sur des posts inspirants ou raconter ce qui vous est arrivé ce matin ou ce que vous avez fait l'avant-veille, à un moment donné, c'est une stratégie qui va s'essouffler. Et on le voit chez certains créateurs de contenu, à un moment donné, c'est toujours la même chose, ça devient redondant, on rigole une fois ou deux, et puis voilà, on skip et on unfollow la personne. Donc, il faut faire attention avec ça. C'est pas la seule tendance. Je pense qu'on en aura encore d'autres. Ça va assez vite sur LinkedIn, mais ouais, les posts inspirants, on va essayer de les calmer quand même un petit peu cette année. Eh bien, écoute, je te remercie, Jérôme, pour cet épisode. 21 minutes aujourd'hui. On a un épisode qui est un peu plus long que d'habitude. On a eu beaucoup, beaucoup à dire. Et encore, je vous assure, on condense. Parce que si on pouvait, on parlerait pendant 2 heures. On a plein d'articles en stock. Je vous rappelle, likez la vidéo, euh, followez la page YouTube, ça nous aide, ça nous donne de la force pour continuer à produire ce contenu chaque semaine. Et on se dit à la semaine prochaine, Jérôme. Ciao, salut Julien. Salut, ciao.